On est à la radio, donc ça se voit pas forcément. Je suis noir, je suis immigré, je suis handicapé. Je suis originaire d'un petit pays qui s'appelle le Bénin et je suis arrivé à Auxerre à l'âge de 14 ans. C'était pour jouer au football. J'ai une maladie rhumatismale qui s'est déclenchée. J'ai passé 2 années en fauteuil roulant. Pourtant, ça m'a forgé. AVS avec Philippe Robichon. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Patrick Soulaï est là. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Votre mère d'abord, hein. Oui, toujours ma maman. D'ailleurs, elle m'a dit, bon Philippe, il a assez parlé de moi, je vais l'inviter pour un mafé. Voilà. Non, Voilà. Elle a dit ça. Ouais, elle a dit ça, Philippe. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'elle peut redire ça sur le Yassa ou pas? Ou alors il y a Mafé et Yassa? Non, parce que en fait, il y a un quota. Donc là, pour l'instant, c'est au quota du mafé. D'accord. Le ok. Yassa, c'est après. Ok, bon, Madame Soulaï. On va parler de la confiance en soi ce matin, Patrick, avec Yes. un invité que vous avez choisi de nous présenter. Je vous laisse le présenter. Oui, alors Steve Zungpunu, entrepreneur, entre autres, multifonction. Il vous aide à créer votre marque et surtout, c'est quelqu'un qui a une histoire extraordinaire. Ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de présenter quelqu'un qui est parti avec beaucoup, soi-disant, d'handicap et qui en a fait quelque chose d'incroyable, une pépita. Bien. Voilà. Comment est-ce que vous vous présentez, vous, Steve? Bonjour à tous. Écoutez, merci de m'avoir invité déjà. Et moi, je fais un coucou à mon père et à ma mère, les deux. Ça dépend de quel côté est l'héritage. En fait, on vous expliquera. Patrick, c'est la mère. C'est pour ça. Mais après, si vous voulez les deux, c'est bon, allez-y. Moi, je prends les deux. En tout cas, votre père a été un élément structurant dans votre parcours. Exactement. Comment je me présente? Je suis Steve Zungpunu, je suis entrepreneur. Je suis multi-entrepreneur, j'aime faire beaucoup de choses et en fait, je suis le numéro 1 francophone en image de marque. D'accord. D'habitude, quand vous vous présentez sur des vidéos, vous dites je suis noir, je suis immigré, handicapé. Exactement, c'est le cas. En Ouais. fait, là, c'est vrai qu'à la radio, on est à la radio, donc ça se voit pas forcément. Ça se voit pas. Ouais. Mais oui, c'est vrai que je suis noir, je suis immigré, je suis handicapé. Je suis venu en France. Je suis originaire d'un petit pays qui s'appelle le Bénin, qui est en Afrique de l'Ouest, et je suis arrivé à Paris, même pas à Paris, à Auxerre, à l'âge de 14 ans. C'était pour jouer au football, parce que j'ai une maladie rhumatismale qui s'appelle HLA-B27, c'est de la spondylarthrite ankylosante, qui s'est déclenchée, mais à l'époque, ça ne m'handicapait pas pour jouer, donc j'étais plutôt très doué pour jouer au football. J'ai fait mon centre de formation à Auxerre, et ensuite... Chez Giroud? Exactement, chez Giroud. J'étais pas avec Giroud à l'époque, j'étais plus avec d'autres formateurs. Mais en fait, on m'a décelé, cette maladie à l'âge de 14 ans, et du coup, gros choc, et j'ai passé 2 années en fauteuil roulant, 2 années où c'était... le parcours du combattant, j'ai 2 prothèses de hanche, j'ai passé 6 mois avant de pouvoir m'asseoir, 1 an avant de pouvoir rester debout, et pourtant ça m'a forgé. D'accord. Mais avant ça, vous vouliez faire quoi quand vous étiez au Bénin? Quand j'étais au Bénin, vous vous imaginiez footballeur? Non, quand j'étais au Bénin, je voulais être créateur ça a commencé à 6 ans, je voulais être créateur de mode. Je sais pas pourquoi, j'avais ce don, cette passion. Je prenais les poupées de mes sœurs, je les découpais, je recousais, je faisais des... Vous découpiez les poupées? Je découpais les vêtements. Ça, c'est quand on veut devenir psychopathe. Absolument. C'est tueur en série. Lapsus. Ouais, d'accord. Non, je découpais les vêtements des poupées de mes sœurs et je les recousais et en fait, j'en faisais des vêtements. Mais après, comme tout enfant... À 6 ans? À 6 ans. Et vos parents, ils vous disaient quoi? Alors, je viens d'une famille africaine très, on va dire... machiste, et ma mère, ça la faisait rigoler, mais mon père, pour lui, c'était pas viril de faire ça, donc pour lui, il fallait pas du tout faire ça, il fallait plutôt se tourner vers autre chose. Il vous a mis un ballon dans les pattes? Il m'a mis un ballon dans les pattes, et surtout il me disait aussi, mon père, il a pas fait tout de suite ses études, il a fait des cours par correspondance, donc pour lui, ce qui était important, c'était d'être cadre, de trouver un emploi stable, donc il me disait toujours, il faut faire de la finance, tu seras businessman, c'est ça qui est important. Donc mon rêve à moi, c'était plutôt d'être couturier, styliste. Et le rêve de mon père, c'était que je fasse de la finance. Avant, on disait couturier. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est mieux de dire styliste. Les deux se disent. Ouais. Au Bénin. Voilà. Donc, finalement, après, vous avez habillé vos sœurs. Après, j'ai habillé mes sœurs. Les poupées étaient plus assez grandes, il y avait trop de tissu. En fait, j'ai habillé mes sœurs pas très longtemps, puisque ensuite je suis
je suis rentré, je suis arrivé très rapidement en France. Donc après, quand je suis arrivé en France, mes sœurs étaient encore, la plupart en tout cas étaient au Bénin. Donc je me suis retrouvé seul face à moi-même. Mais vous êtes venu en France pour faire du football ou pour autre chose? Je suis venu en France pour faire du football. J'ai été repéré en fait par les détecteurs de Giroud, par des spécialistes. Des scouts. Ouais, exactement. Des scouts. Des scouts. Oui, oui. Qui Avec ont les shorts et tout. c'est ça. Non, mais c'est bon en plus. Et qui ont repéré mon talent en fait, qui ont demandé à mes parents est-ce que je vienne faire des essais. Au début, mon père ne voulait pas parce qu'il faut savoir on est en 98. Le Bénin, c'était une bonne année. Exactement. Pour la France, c'était une très bonne année. Footballistiquement parlant, pour moi, c'était pas la meilleure, au niveau de la santé, mais voilà. En fait, mes parents, pour mon père, il fallait pas faire le football parce que à l'époque, les gens qui faisaient le football, c'était des gens qui venaient des quartiers populaires, qui n'avaient pas d'avenir, voilà, beaucoup de préjugés, et donc mes parents, ils voulaient pas forcément que je le fasse. Ma mère, elle y avait un aspect pécunier, faut pas se mentir, et elle a dit, en fait, c'est un moyen pour notre fils de bien gagner sa vie, il faudrait le laisser tenter, et puis pourquoi pas. Mmh. Et donc, vous n'aviez aucune idée du handicap qui vous habitait à l'époque? Non. En fait, alors, j'avais une jambe qui était plus courte que l'autre, puisque j'avais 1,5 cm de différence entre mes deux jambes. Donc, ce qui me valait des moqueries de la part de mes camarades de classe. Quand j'allais à l'école, ils me traitaient de Adropo. Adropo, ça veut dire lézard. Au Bénin, en fait, le lézard, c'est un animal qui file pas droit. Et donc, par ma façon de marcher, j'avais ces surnoms-là. Je me défendais aussi, mais ça m'handicapait pas. Après, j'allais. En tout cas, ça vous empêchait pas de très bien jouer au football. Exactement. Là. Non, ça m'empêchait pas de très bien jouer au football. J'étais très très bon. J'étais défenseur, latéral gauche. J'ai ailier gauche aussi. Enfin, j'étais très très bon. Ça m'empêchait pas. C'était le moyen pour moi de m'évader. Et on parlait au lézard ou on le laissait dans son coin? Alors ça dépendait en fait. Il y avait deux endroits. Enfin, donc du coup, on avait le Cotonou, donc là où on habitait, qui était la capitale à l'époque avant que ça soit Porto-Novo. Cotonou, là où j'ai grandi, on parlait que pour jouer au football. Dans notre quartier, en fait, on mettait 2 petites pierres, on formait des camps, on jouait comme ça dans la rue. Donc là, forcément, le talent il parlait, donc on me laissait jouer. À l'école, c'était un peu plus difficile parce qu'il a fallu s'intégrer avant de jouer au football. Donc à l'école, un peu moins. Mais par contre, quand j'allais dans le village de mes parents, j'avais de la chance de ramener le ballon. À l'époque, oui, je formais mes équipes, on arrivait à jouer. Donc c'était vraiment deux écoles. En général, les bons joueurs de football sont populaires. Enfin, vis-à-vis des gamins, quoi, du même âge. C'était pas forcément mon cas. J'étais populaire je pense que j'étais populaire plutôt parce que je ramenais le ballon. J'étais populaire parce qu'on avait besoin de moi. Mais ensuite, une fois que cela passait, il y avait toujours les moqueries à Cotonou. Mais vraiment, c'était vraiment deux sons de cloche différentes. On dit 2 salles, 2 ambiances pour ceux qui allaient en boîte avant, quand c'était ouvert. C'est ça. Vos concerts de DJ Kim. Voilà. Et comment vous le viviez, ça, de vous faire traiter de lézard? J'ai de la chance parce que je viens d'une famille de 9 enfants. On est 9 enfants, donc je suis le 9e de cette famille. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit en fait, vous êtes 9, vous n'avez pas besoin d'autres personnes. À nous 9 plus nous 2, on est 11, on est une équipe de football. Et en fait, on se suffit à nous-mêmes. Donc peu importe les difficultés que vous avez, peu importe ce que les gens vous disent, croyez en vous, croyez en vos talents et vous allez y arriver. C'est leur réalité à vous, c'est leur réalité à eux. C'est pas votre réalité à vous. Donc en fait, je m'enfermais dans ma bulle. Je savais que j'étais bon dans ce que je faisais et je me défendais. En fait, je les remercie parce que j'ai développé un gros sens de répartie grâce à eux, parce que j'étais obligé de sortir des punchlines quand ils me sortaient le nom de lézard ou quand ils se foutaient de moi. C'est par exemple lézard. Lézard? Oui, c'est quoi la réponse? Vas-y, Patrick, essayez-vous. Lézard. Alors, si vous dites comme ça fait peur. C'est facile. Enfin, là, c'est facile de dire comme ça, mais c'est vrai que j'aurais pu trouver un truc. Sur la personnalité, sur le visage aussi, en disant, en fait, toi, t'es moche. J'avais une répartie. D'accord. Ouais. Donc, intéressant. Voilà. Donc. Forcément, après, il y avait des moments de down, mais après, j'avais de la chance d'avoir des sœurs aussi qui étaient très présentes. Je me souviens notamment de ma sœur Corinne qui avait 12 ans de plus que moi, qui de temps en temps allait à l'école et qui mettait 2-3 fessiers à des camarades de classe. Donc c'était, il fallait pas trop m'embêter non plus. Ouais. Après, comment vous êtes passé de hypothétique footballeur à handicapé?
Ça s'est passé du jour au lendemain ou il y a eu du temps entre les deux? Ça s'est passé vraiment du jour au lendemain. Donc, je viens à Auxerre, c'était pour jouer au football. Je viens avec cette possibilité. On me dit que, je vais en faire ma vie. Enfin, mon père, qui était très réticent au début, il dit OK, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, donc tu donnes les chances à 100% de pouvoir y arriver. Et en fait, on fait un test. On faisait plusieurs séries de tests parce qu'en fait, on était les pépites. Il fallait sélectionner un certain nombre de personnes. Et en fait, lors d'une journée, je me fais tacler violemment. Et ensuite, je tombe. Et en fait, c'est le gros blackout. Je sens c'est comme une explosion. C'est bizarre à expliquer comme sensation, mais c'est comme si ma jambe, elle avait explosé. Elle avait volé en 1000 morceaux. Et je suis abasourdi. Il y a la personne qui me tacle, qui essaie de me relever. J'arrive pas à me relever. On m'amène à l'hôpital. On me fait une série de tests. Ils me disent, écoutez, ça va passer. Ça passe pas, j'arrive pas à me lever. En fait, ils appellent mes parents. Ils veulent appeler mes parents pour leur annoncer que j'ai eu un accident, mais moi j'ai pas envie. Je leur dis surtout n'appelez pas, attendez un petit peu demain pour voir comment ça va se passer. Le soir, je dis à mes parents, j'ai raté la journée, mais bon, demain ça ira mieux. Il y aura d'autres journées. Et on se rend compte progressivement que, je sais pas, j'ai un blocage parce qu'en fait c'était la hanche droite qui était abîmée, pas la hanche gauche. Mais j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à me relever. Et en fait, ce qui était très étrange, c'est que j'ai eu une grosse trace, une dépigmentation au niveau de la hanche gauche qui est arrivée juste là. Donc en fait, ils expliquent comme un choc, non seulement physique, mais en plus un choc psychologique qui a fait que je n'ai pas pu marcher. Donc après, on était à Auxerre, du centre de formation, on est parti dans les hôpitaux. Mes parents, ils ont pris le premier billet pour venir en France pour m'aider. Après, une fois qu'ils ont appris, on a fait tous les plus grands spécialistes, dont le professeur Saillant qui a opéré Ronaldo. Ronaldo le vrai, pas celui d'aujourd'hui. Il a des beaux restes. J'apprécie énormément Cristiano Ronaldo, c'est un travailleur. Je me reconnais d'ailleurs en lui par rapport à Messi, mais voilà, Ronaldo à l'époque pour moi qui est le vrai Ronaldo, parce que les personnes d'aujourd'hui connaissent. Et pareil, donc un spécialiste qui dit à mes parents, je suis désolé, votre fils il pourra plus jamais marcher. Donc au début mes parents me le cachaient parce que dès qu'il y avait les autres médecins, dès qu'il y avait les tests, mon père me dit attends-nous dans le couloir, j'arrive. Donc on me déplaçait dans le couloir et c'était la première fois où devant moi il attend pas que mon père fasse une décision et il sort ça et du coup larmes, je commence à pleurer. Et en fait, mais on vous annonce ça comme ça, on vous prépare pas. Je sais pas. On vous dit vous ne pourrez plus jamais marcher, c'est comme ça? Oui, comme ça. En fait, vraiment de façon vraiment très brutale. Je suis désolé, les tests ne sont pas concluants. Votre fils, il pourra plus marcher. Au pire, il pourra marcher avec des béquilles, mais encore c'est très très compliqué. Il pourra plus marcher. Il a cette maladie, donc je découvre que j'ai une spondylarthrite ankylosante. Je savais même pas ce que c'était. Je passe. C'est le ciel qui me tombe sur la tête. En fait, on passe de ce principe où on se dit je viens pour vivre mon rêve, je viens pour jouer au football, et c'est même pas que je ne vais pas jouer au football, c'est que là je suis handicapé, je ne marcherai plus. Et mon père qui me sort cette phrase qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'accompagnera, et si j'ai la chance d'avoir des enfants, je pense que c'est quelque chose que je leur dirai, c'est leur réalité, c'est pas la tienne. En fait, si tu as envie de marcher, tu marcheras. Regarde, t'as 8 frères et sœurs, ils sont tous en train de marcher. Moi, je suis ton père, je marche. Ta mère, elle marche. Donc, si t'as 10 personnes sur 11 qui marchent, il n'y a pas de raison que tu marches pas. Ça va prendre plus de temps peut-être que les autres, mais tu le feras. Et en fait, inconsciemment, je me raccroche à ce rêve. Et donc on m'opère. On m'opère en espérant que je puisse remarcher. Donc, première prothèse de hanche à 14 ans. C'est très, très dur quand on vous met une prothèse de hanche, anesthésie générale. Et je poursuis ma rééducation. Je vais dans un centre de rééducation à la clinique. Ça s'appelle le Moulin de Viry, à Viry-Châtillon, dans le 91, dans l'Essonne. Et donc c'était 6 mois qui étaient compliqués. Je me souviens que mes premières victoires, c'était en fait j'étais dans le lit, c'était redresser le fauteuil pour pouvoir rester debout. Et moi j'essayais de le faire au maximum pour être à 90 degrés parce que plus je le faisais, plus j'arrivais à m'asseoir. Et voilà, c'était les premières victoires. Ensuite, réessayer de marcher. Et après, au bout d'un an, gros coup de massue. Quand j'arrive à rester, déjà, j'arrive à rester debout, ce qui choque un petit peu tout le monde, parce que parce que ça défie tous les pronostics, tout ce qu'on vous avait dit. Exactement. En fait, si t'es un peu sans aucune
c'est pas un jugement, c'était un peu la cour des miracles, cette clinique, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ne marchaient pas, il y avait plusieurs personnes qui étaient handicapées, il y avait un monsieur qui s'était endormi au volant, qui a eu un accident, qui était en rééducation. Enfin, il y avait pas mal de, on était plusieurs personnes, avec des difficultés diverses. Et donc déjà, le fait de me voir moi marcher, déjà j'avais cette réputation. Waouh, c'est un guerrier. Enfin, il a réussi à le faire. Personne n'y croyait en fait. Et je pense que à se lever déjà. Oui, à se lever. Oui. Et en fait, ce que je faisais après la rééducation, c'est que je m'entraînais moi à me lever. Je tombais, il y avait les infirmières qui venaient, qui me criaient dessus en me disant que j'avais pas à faire ça. Ou sinon, quand ma sœur venait, j'essayais de me tenir debout. Et en fait, je pense que c'est le fait d'essayer et d'y croire aussi. Enfin, c'est que j'y croyais tout le temps. Et quand je m'endormais, je me voyais marcher. Mon père me disait fais des exercices de visualisation. Et j'ai appris ça très tôt. En fait, imagine-toi en train de marcher. Et en fait, à force de le faire, j'y pensais mais comme je dis, c'est le pouvoir du cerveau, mais ça fonctionne, hein, les exercices de. Ça fonctionne énormément. Ouais. Ça fonctionne énormément. Moi, j'utilise maintenant énormément dans beaucoup de choses. Quand je recherche, quand j'ai envie de faire une activité, quand j'ai un challenge, je l'utilise énormément. Et je pense que le pouvoir du cerveau, ça marche. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce pouvoir, mais c'est très très important. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est imaginaire, exactement. Exactement. Donc, c'est un bel outil, en tout cas. Ouais. Donc finalement, j'arrive à me tenir debout et ils me disent bon ben voilà, on va commencer la rééducation vraiment comme il faut. Et finalement, oui. Oui. Maintenant que vous avez des résultats, on va vous. Exactement. On va s'occuper de vous. Voilà. Donc il commence la rééducation et 6 mois après, encore un autre choc où en fait j'ai tellement forcé, je voulais tellement marcher. Au passage, je remercie Nicolas qui m'a aidé moi je pense qu'on rencontre toujours des personnes qui nous aident dans notre vie et cette personne, je serai à jamais reconnaissante parce que Nicolas, il m'a beaucoup poussé. Quand on n'y croyait pas, lui, il y croyait pour moi aussi. Maintenant, je peux le dire, on avait des petites combines où en fait, quand il n'y avait pas les autres kinés, il me prenait, il me mettait dans la piscine pour que je marche dans la piscine alors qu'on lui interdisait de le faire. Et d'ailleurs, ensuite, il s'est fait virer, mais voilà. Alors, on parle de la confiance en soi ce matin avec Patrick Souley et Steve Oungponu qui est avec nous, qui est conférencier, formateur, influenceur. Et aujourd'hui, vous êtes instapreneur. Exactement. C'est quoi un instapreneur ? C'est les nouveaux mots. Alors, instapreneur, c'est un entrepreneur qui travaille avec Instagram. Donc en fait, je fais beaucoup de choses. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir 10 ans d'expérience dans le luxe, dans le commerce. Et j'ai eu de la chance parce que je fais partie des dinosaures d'Instagram. J'ai commencé Instagram au tout début, donc c'était en 2012. Ah oui, voilà, oui. Oui, pionnier. Exactement. Donc d'ailleurs, je vous invite à me suivre pour les gens qui nous écoutent. Steve Oungponu, steves.hounkponou. Comme ça qu'on a des abonnés, ça coûte rien, c'est gratuit. En fait, j'ai commencé avec mon histoire qui est très singulière parce que je manquais énormément de confiance en moi, même si j'ai réussi à marcher, j'ai fait mes études. Et en fait, un jour, j'étais encore salarié, j'étais chez Coach, donc Coach, la marque, exactement, la marque de maroquinerie, qui est l'équivalent de Louis Vuitton mais aux États-Unis. Donc donc j'étais chez Coach, j'ai lancé Coach en France et à la fin en fait je suis rentré dans une boutique et j'ai trouvé un chapeau qui s'apparentait à celui-là. Donc les gens ne le voient pas mais c'est un fedora. Donc à l'époque les personnes de ma génération mettaient plutôt des bobs, des casquettes, mais très peu de personnes mettaient des chapeaux. Donc je rentre dans cette boutique et en fait je flash pour ce chapeau et la dame elle me dit, la vendeuse, elle me dit vous devrez vraiment l'acheter ce chapeau, il va changer votre vie. Et elle, il faut l'embaucher, elle est bonne. Hein. Exactement, elle est très très forte. J'ai essayé de la retrouver pour l'embaucher pour ma marque, mais après elle n'était plus là. Ça c'est de l'argument de vente. Hein. Elle est très très forte. Et comme vous, je dis elle est vraiment très très forte. Vraiment au niveau marketing, je note. Je me dis elle c'est une grosse punchline à sortir. Parce qu'il faut voir le chapeau. Parce qu'avec un peu d'imagination, non mais c'est pas un chapeau vers lequel on va instantanément. Il faut avoir une tête pour le porter quand même. Et du coup, j'adore le chapeau. Je le regarde, je suis avec un pote. Il me dit oui, ça te va bien, tu devrais le prendre. Et bref, le chapeau il coûtait 350 € à l'époque. C'était un budget pour moi. Ah oui, quand même. Oui, c'était un budget pour moi. En plus, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais à découvert. J'avais pile, je crois que je devais avoir 200 ou 250 € sur mon compte. Et je fais, mais c'est complètement débile de craquer. J'ai horreur du découvert. C'est complètement débile de craquer, de prendre un chapeau très cher. Et bref, je craque et je fais un découvert et j'achète ce chapeau. Et donc, du coup, je sors.
Elle a vraiment été très persuasive, cette dame. Je sors, mais je la remercie énormément. Malheureusement, d'ailleurs, si elle nous écoute un jour, j'aimerais bien qu'elle m'envoie un message. Parce que je suis retourné dans la boutique, c'est Fille du Calvaire, la boutique. Et la boutique, elle a fermé. Donc je sors, j'arbore le chapeau. Et en fait, il y a une blonde qui passe juste devant moi. Alors, faut savoir qu'à l'époque, je manquais de confiance en moi. J'arrivais pas à parler aux filles. J'étais très timide. Enfin, c'était compliqué pour moi, enfin, avec le niveau relationnel. Donc, elle passe, elle me fait un clin d'œil. Et en fait, je pense pas que c'est à moi tellement je manque de confiance en moi. Je pense pas que c'est à moi qui ai fait le clin d'œil. Je dis à mon copain qui est juste derrière, je fais, ah, ben, t'as vu, elle te fait un clin d'œil. Et elle fait, non, it's for you. Enfin, en me pointant du doigt. Ok, bah du coup je suis content. Dans la rue, les gens, apparemment il y a ce truc-là en fait, les gens qui lèvent le chapeau quand ils me voient, donc du coup on lève le chapeau, les gens voilà. Et en fait le soir on va dîner dans un restaurant et c'était la meilleure soirée de ma vie parce qu'il y a tout le monde qui vient me voir, qui veut essayer mon chapeau et donc du coup ça a été cette histoire. Pourquoi je dis ça ? Ensuite, on a commencé à faire des photos. Enfin, sur Instagram, je mettais des photos d'architecture parce que je suis passionné d'architecture. Je poste une photo. Mon ami me prend en photo fortuitement. J'étais en train de chercher un truc dans mon portefeuille. Je poste cette photo qui fait un gros buzz sur Instagram, qui est relayée. Il y a le Huffington Post. Il y a pas mal de médias qui relayent cette photo-là, qui me donnent une grosse visibilité. Je vois ma communauté augmenter. Et ensuite, le lendemain, je reposte une photo de moi sans mon chapeau. Gros flop. La photo, elle ne marche pas du tout. Donc, moi qui pensais que c'était pour moi, je me disais. Voyons, soulevez votre chapeau pour voir. Alors, c'est très radiophonique ce qu'on fait. Wow. Donc, je me dis que, ok, c'est pas non, moi. Vous êtes même pas chauve. Non, je ne suis même pas chauve. Ouais, voilà, parce que souvent, les gens qui ont des chapeaux, des casquettes, bon, voilà. Mais même pas. Non. Mais moi, en fait, je pense que c'était le mystère qui était derrière le chapeau. Ouais. Où ensuite, le jour d'après, je reposte une photo, j'ai la tête baissée. En fait, j'ai créé cette communauté où je partageais le fait que j'ai eu des difficultés dans la vie. Je racontais mon histoire et je disais que je montrais pas ma tête parce que je voulais pas me faire juger. Donc, et les gens ont commencé à s'identifier dans ce chapeau. Mais en fait, je suis instapreneur. En fait, c'est ce que j'utilise aujourd'hui dans ma méthode quand j'accompagne les gens. Donc, ou à créer leur marque ou à se créer une image de marque. Ce que j'utilise, toujours un point faible, pour moi n'est pas un point faible, mais en fait un point qui vous a marqué, et c'est ça que je transforme en point fort. Notamment, il y a une personne... C'est la méthode Andy Warhol. Peut-être. Ouais. Je ne savais même pas. Ouais, Andy Warhol disait toujours que finalement c'est ton point faible qui est ton image de marque. Exactement. Et en fait, moi je pense que le fait de s'accrocher à son point faible, en fait, on lâche pas du tout sa mission. Plutôt que de le corriger, il faut l'exagérer. Exactement. Ouais. Exactement. Donc moi je suis parti en fait. À l'époque sur Instagram, je me faisais appeler The Black with the Black Hat parce que je voulais m'appeler l'homme au chapeau noir, mais en français je trouvais pas ça pertinent. Et en anglais, ça avait plutôt du sens et ça allait toucher beaucoup plus de personnes. Et donc aujourd'hui, quand j'accompagne les gens, typiquement, il y a une personne qui a la sclérose en plaques. Ce que j'ai fait, c'était une chemise col pain collard. Donc c'est une petite aiguille qu'on accroche au milieu de la chemise, qu'on a utilisée pour travailler son logo, pour travailler son branding, pour travailler sa personnalité. Une personne qui a perdu son père, en fait, par exemple. Mais en fait, on a utilisé le cercueil qui l'a marqué. Et on a transformé un logo, on a transformé en identité de marque, on a transformé en fait dans son identité visuelle. Donc en fait dans l'agence, parce que du coup j'ai une agence où on travaille sur l'image de marque, on va travailler sur l'identité visuelle, donc le logo. Et l'identité visuelle, ça va être l'avatar, c'est qui est ton client, qui est ton consommateur, qu'est-ce que tu vas le vendre. Il y a plusieurs types de consommateurs. Quel type de consommateur tu as ? Est-ce que c'est un consommateur peut-être qui va être un envieux ? L'envieux, c'est la personne qui va être beaucoup plus accrochée sur le luxe, sur des produits de valeur. Est-ce que c'est une personne lambda ? La personne lambda, c'est la personne qui va avoir sa femme, son chien, sa petite vie, qui va être content d'avoir 5 semaines de vacances. Donc voilà, en fait, s'adapter par rapport à la personne pour pouvoir le travailler. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec l'image de marque. Donc, mais votre chapeau, en fait, c'était un coup du hasard. Mon chapeau était c'était un coup du hasard. Donc, est-ce que c'est pas le hasard qui décide d'une certaine façon de ce qui va marcher pour une personne ? Alors, et si on le fait en recette, est-ce que ça marche aussi bien ? En fait, je pense que c'est un mélange. Le hasard a fait que j'ai pu développer cette identité avec mon chapeau. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à ce hasard, qu'il y avait un accessoire qui m'a donné confiance en moi. Et moi, je pense que l'accessoire
l'accessoire, et c'est pour ça qu'on porte des vêtements, c'est pour ça qu'il y a des footballeurs qui vont rentrer sur un terrain de football avec un bracelet ou un gris-gris. En fait, je pense qu'il faut juste s'accrocher à un accessoire pour avoir confiance en soi. Et donc, c'est ce que je travaille et c'est ce que j'utilise en fait, parce que cet accessoire il m'a donné confiance en moi. Et je pense que chacun, que ce soit un chapeau, peu importe. Et il y a des gens qui me disent oui, je vais acheter un chapeau comme toi. Je fais non, c'est peut-être pas le chapeau pour toi. Peut-être vous, ça serait peut-être vos lunettes ou votre barbe. Enfin voilà, en fait, c'est juste s'accrocher à un outil. En fait, tu fais de la PNL. C'est de la PNL, ça. C'est de l'ancrage, en fait. Alors, c'est exactement une technique de PNL, c'est-à-dire que dans une technique, techniquement, eh bien, on va associer peut-être une histoire, une aventure, un objet qui va nous rappeler, qui va nous donner confiance. Et en fait, on a une technique qui associe le cerveau et bien sûr, on va dire le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ah, attendez, c'est quoi ça? Je coune le... Ah. Donc le VACOG, on va pouvoir associer cet objet ou ce souvenir avec l'une de nos capacités, c'est-à-dire soit la vision, soit l'auditif. Moi, par exemple, le matin, pour me mettre bien, je vais écouter une musique qui va me mettre bien. Je vais pas avoir un objet, je vais avoir une musique. Et c'est très intéressant ça, parce qu'on ancre la confiance comme ça aussi. Attendez, parce que Nico est très créatif en ce moment. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Oh bah ça parlait de PNL, du coup j'ai fait. Ah d'accord, donc il a sorti il a sorti le groupe. C'est important parce qu'il faut expliquer ce qui se passe. Écoute, tu gagnes la confiance. Hein. Et tu as raison. C'est bon ça. Non, mais, tu sais que oui, PNL par exemple, en termes de confiance en eux et de stratégie marketing, les gars ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils ont voilà. C'est les boss. No comment. Ouais, exactement. Ils font des coups de génie. Enfin, ce coup où il faut en fait appeler. Si tu retrouves, attends, c'était quoi? Il fallait appeler un numéro si tu voyais leur affiche pour bénéficier du 100, ou en fait dans le Uber aussi, où dès que tu entends la musique, il faudra envoyer un texto. Et ça, c'est une technique hyper importante que moi j'apprends dans mes cours pour créer sa marque. En fait, en envoyant un texto, ils recueillent les bases de données. Et du coup, ils peuvent cibler et vous vendre leurs produits. Et en fait, les gens se rendent pas compte de ça, mais c'est juste des génies. Ce qui vaut de l'argent, c'est la base de données. Exactement. C'est collecter des adresses email, des numéros de téléphone. Exactement. Ouais. Instagram, c'est très important, mais après, il faut il faut un site internet, connecter des numéros de téléphone, collecter des adresses email. Et il y a Instagram qui a cet outil que les gens n'utilisent pas, c'est la fonction où en fait on peut mettre juste en profil son site internet. Et rien que pour ça, en fait, en donnant une formation, on peut connecter une base de données énorme. Et ça, moi, je l'utilise. Et on construit des empires comme ça aujourd'hui. Hein. C'est ça, les instapreneurs. En fait, c'est ça, les instapreneurs. En fait, les instapreneurs, c'est... On disait influenceurs, là. Alors, il y a deux écoles. C'est quoi la différence de... Alors, moi, je déteste le mot influenceur, personnellement. L'influenceur, pour moi, c'est un côté péjoratif. C'est-à-dire que je t'influence. Enfin, j'ai pas cette prétention d'influencer. En fait, moi, je t'aide à améliorer ta vie. Et l'influenceur, c'est la personne qui va... cette bouteille d'eau, je vais pas citer la marque, elle est géniale, je l'ai achetée, elle est très bonne. Non, c'est moi qui l'ai achetée. Mais c'est vous qui me l'avez offerte. Et je sais pas si elle est très bonne, mais c'est la seule qu'on a dans la machine. Donc voilà, donc cette bouteille d'eau, elle est très très bonne. Vraiment, enfin, moi je la bois tous les matins, et c'est pour ça que je suis en pleine forme. Et si vous la buvez, vous allez être en pleine forme comme moi. Ça influencer quelqu'un. D'accord. Pour moi, l'instapreneur, en tout cas, moi je me définis, comment je me vois, c'est plutôt cette bouteille, elle est bonne. En fait, elle assure ce que je fais. Elle me donne confiance en moi. Alors pour moi, elle a peut-être marché. Peut-être que pour vous, ça marchera pas. Mais en tout cas, si vous voulez, je vous invite à en tester une pour voir ce que ça va faire. Voilà. Je le vois dans ce sens-là. Mais dans qui vous êtes aujourd'hui, est-ce que c'est le chapeau qui vous donne confiance en vous, vraiment? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui participent à la confiance que vous avez en vous? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a mon père qui a une inspiration quotidienne. Enfin, je veux dire, mon père, il a marché pendant 3 jours. Il est parti de Bopa. Donc, Bopa, c'est dans le sud du Bénin pour venir dans la capitale. Parce que mon grand-père, il est pêcheur. Mon père, il était hors de question qu'il soit pêcheur toute sa vie. Donc, il a fait des cours par correspondance. Il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été sur un banc. Et il a fini directeur général d'une société de pétrole. Donc, alors qu'il est rentré en tant que personne qui allait rapporter le courrier. Donc, j'ai mon père qui m'inspire énormément. J'ai ma
mère aussi, enfin ma mère qui à 12 ans a été très vite orpheline, qui allait chercher à manger dans les poubelles de son village, et qui nous dit en fait, même si aujourd'hui mes parents ils ont les moyens, enfin nous ont élevés avec on a manqué de rien, mais en tout cas, ils nous ont élevés vraiment avec le minimum, en disant, mais nous, on a galéré pour aller le chercher, il faut galérer pour aller le chercher aussi, la vie, c'est pas facile, en fait. Donc, et ma mère, elle a été l'une des premières Nana Benz. Alors, expliquez ce que sont les Nana Benz. Les Nana Benz, en fait, c'est les femmes qui ont fait fortune avec le wax. Donc, ce tissu hollandais qui est distribué en Afrique. Et en fait, elles allaient chercher le tissu, elles le vendaient dans les marchés. Et s'il y a une explosion de ce tissu en Afrique, notamment au Bénin, le marché où ma mère est le leader qui s'appelle le marché d'Antopa. Et en fait, il y a une explosion de ce tissu en Afrique et plusieurs personnes l'ont acheté. Et en fait, vu qu'elles ont fait fortune dans le wax, la source de richesse, c'est d'acheter une Mercedes-Benz dans lequel tu t'assois derrière et t'as montré que t'as réussi ta vie. Et t'es une Nana Benz. Exactement. Donc du coup là, t'es Nana Benz. Et alors pour les hommes, il y a l'équivalent ou pas? Non, parce que les hommes, c'était pareil. C'est les hommes Cayenne. C'était pareil en fait. Quand t'as un homme, c'était pas viril d'être dans la mode, dans la couture. Tu faisais pas ça en fait. Donc ça n'existait pas. Et en fait, pour les hommes, c'était normal d'avoir des voitures, mais c'était vraiment la première chose où t'as une femme qui était indépendante et qui pouvait s'acheter sa voiture sans son mari. Nana Benz. Ouais. On parle de confiance en soi aujourd'hui avec Patrick Soulaï qui est avec nous, formateur en Processcom. On dit Processcom, mais c'est Process Communication. Hein, Process Communication, et l'outil c'est Process en fait. Parce qu'il y a plusieurs branches. D'accord. Philippe. Chaîne YouTube, Instagram. Chaîne YouTube, Patrick Soulaï, Instagram, Patrick Soulaï. Venez, il y a plein de pépites. Vous partez en formation en Belgique maintenant, en Belgique, ouais, le 10, 11, 12 pour une formation de 3 jours où les gens vont se connaître. On parle de confiance en soi, ils sortent avec. Et on va parler de communication au travers de la sexualité. Ça va piquer là, Philippe. Ça va piquer. Ça va, voilà. C'est bien pour les Belges. Hein. Commençons en Belgique. Exactement. Et une fois que c'est fait en Belgique, vous nous ramenez, vous venez en France après. Yes. Si je reviens et que je suis cool, je le ferai ici. Et puis après, non mais ils sont loin. Par contre, les Belges, ils sont très très loin. C'est un peu comme les Québécois. En termes de dev perso, ils sont très très loin. Ils sont très très loin. Ouais. Et du coup, cet angle m'intéresse beaucoup puisque dans la communication, ce qui est le plus difficile, c'est d'être totalement soi-même. Et quand les sentiments s'en mêlent, alors là, communiquer, ça devient encore plus dur. Donc voilà pourquoi je me sers de ça. Et à la fin, ils savent pourquoi ils sont faits, comment ils peuvent le faire, et ils partent avec une map, un petit cadeau et tout. Franchement, pendant 3 jours, je l'aimais bien, Philippe. Avec leur carte de l'amour, c'est ça? Non, pas de Madame Irma, mais en tout cas. Non, quand je dis carte de l'amour. C'est carte de ce qu'ils ont à faire pour être bien en fait, et comment ils peuvent réussir, comment ils peuvent avoir confiance en eux, comment ils vont communiquer et comment ils vont réussir à faire ce dont ils ont envie. Bien, on a Steve Umpono qui est avec nous. Vous êtes conférencier aussi, Oui. Formateur. Vous vous occupez de gens qui manquent de confiance en eux. Alors la confiance en soi, c'est un inné ou un acquis, Patrick? Alors c'est très intéressant parce que la confiance en soi, c'est un travail quotidien. Et dans ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui résume ça, qui est le choix entre être heureux ou être quelqu'un de bien. Et la confiance en soi, c'est ce choix-là. C'est est-ce que dans la vie, tu souhaites être quelqu'un de bien, donc la référence, c'est les autres, ou est-ce que tu souhaites être quelqu'un d'heureux et donc la référence, c'est toi? Steve, vous préférez quoi? Être heureux ou quelqu'un de bien? La deuxième, être heureux. D'accord, être heureux. Être heureux. Et en fait, selon les types de personnalités, vous voyez pas ce qui se passe, mais c'est drôle. On va venir à la transition. Et selon les types de personnalités, il y a ce combat interne tout le temps. Et il y en a qui ont une appétence plus forte, par exemple, pour avoir cette confiance en soi, parce qu'ils ont un driver. Un driver, c'est la petite voix qui résonne dans nos têtes pour plaire à nos parents. Voilà. Et donc, par exemple, si on prend un type promoteur, je le dis comme ça par hasard, il n'y a personne dans ce plateau qui est de ce type-là. Et type promoteur, il a un driver qu'on appelle le soi fort. Ça veut dire que lui, dans sa tête, résonne une petite phrase qui est « je peux mourir demain ». Donc toutes les personnes qui vont m'entourer doivent être fortes parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Moi, ce que j'ai besoin de profiter totalement de la vie. Donc lui, paradoxalement, il est programmé, en fait,
pour avoir confiance en lui. Il est programmé. Exactement. Donc Steve en fait partie. Et pendant toute l'émission, ça ressortait beaucoup. J'ai pas le temps. J'y vais. On me dit je peux pas. J'y vais quand même. On me dit je vais pas être. Il dit, et comment il a formulé ça? C'est votre réalité, c'est pas la mienne. Et il dit en plus très bien que c'est son père qui lui a enseigné ça. Et le driver, c'est ça. C'est la réponse pour avoir de la valeur face à nos parents. Et donc, les autres types de personnalités, eux, ils vont avoir un autre boulot à faire. Le type de personnalité, par exemple, rêveur, qui va avoir un soi fort également, mais lui, ça va être un soi fort où il va se mettre en distance des émotions. Donc, la confiance en lui, c'est quelque chose qui va être quand même difficile parce que la confiance en soi, c'est quand même lié à l'émotion. Il va souvent être passif, du coup. Il va souvent avoir du mal à passer à l'action. On a le type travaillomane, lui, son driver, c'est le soi parfait. Pour que mes parents me donnent de la valeur, il faut que je sois parfait. Donc, lui, la confiance en soi, ça peut être aussi problématique parce que il va prendre son temps sur les détails. Donc, il va avoir des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Donc, alors qu'un type promoteur va dire non, mais on s'en fout. On fonce. Un type empathique, lui, comme son driver, c'est est-ce que je fais plaisir à mes parents? Lui, sa problématique, ça va être d'être entouré de personnes qui l'aiment pour pouvoir foncer, en fait. Mais s'il ne se sent pas aimé dans son entourage, eh bien là, sa confiance, ça va être compliqué. Par contre, s'il est conscient de ça et qu'il s'entoure bien, là, il y va. Enfin, on peut pas être aimé de tout le monde, hein, de toute façon. Ça, c'est le leur. Ouais, c'est les leurs. Mais quand même, c'est un besoin psychologique. Ça veut dire que il doit pouvoir le nourrir quotidiennement. Donc, savoir exactement que on peut pas être aimé de tout le monde. Et donc, la différence entre être quelqu'un de bien et quelqu'un d'heureux, mais tout de même nourrir son besoin. Et puis, on a le type rebelle. Lui, son driver, c'est fait des efforts. Donc, pour la confiance en lui, ça peut être problématique aussi parce qu'il va se dire peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que j'en fais pas assez. Alors que si il réduit ce driver en intensité et qu'il cherche plus l'efficacité que l'effort, là il va aller plus vite. Puis on a notre type persévérant qui est aussi dans le driver soit parfait. Mais à la différence du type travaillomane, lui il attend que les autres soient parfaits. Donc, c'est quelqu'un, un peu comme le type promoteur, qui va pas avoir forcément de problème de confiance en lui. Par contre, les personnes qui vont l'entourer, ils ont qu'à bien se tenir. Parce qu'il faut qu'il soit au niveau. Mais par exemple, Steve, vous, dans votre cas, si dès le départ, vous aviez décidé d'être dans la communication, d'être styliste, est-ce que vos parents se seraient arrangés avec ça? Est-ce qu'ils vous auraient accepté comme ça? Ou est-ce qu'ils auraient essayé de vous envoyer faire autre chose? Je pense que mes parents, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté à force de travail, à force que je leur montre que je pouvais le faire. Après, ouais. Oui. Mais dans un premier temps, non, ils voudraient pas. Enfin, ils voulaient vraiment la sécurité pour moi. Quand je suis parti, justement, l'exemple, c'est que quand je suis parti, j'étais directeur commercial France, chez Coach. Quand je suis parti, ma mère, elle a pleuré. Elle a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es en train de gâcher ton avenir. Et justement, c'est ce que j'apprends comme méthode aujourd'hui, en fait, dans ma formation Créer sa marque sur steveongponou.com, où j'explique de A à Z aujourd'hui. Là, vous allez trop vite, voyons. Parce qu'en fait, il faut qu'à la radio, quand on voit pas comment ça s'écrit, c'est ça qu'il faut. C'est à ce moment-là qu'il faut ralentir, vous voyez. Sur quoi? Steve, STEVESHOUNKPONOU.com. Donc, dans l'onglet Créer sa marque, en fait, j'explique de A à Z comment moi je ferais aujourd'hui si je voulais me lancer, si j'étais salarié ou si j'étais entrepreneur, peu importe. En tout cas, si j'ai envie de me créer un revenu supplémentaire ou complémentaire, comment je ferais pour créer ma marque? Donc, en fait, moi, c'est toute la méthode que j'ai fait depuis le début.
quand j'ai quitté mon entreprise, quand je me suis lancé, les démarches que j'ai faites, en termes de droit, en termes de législation, en termes de structure, en termes de vente, tous les procès, j'explique de A à Z comment faire. Et Mais est-ce que tout le monde peut être sa marque? Parce que moi j'ai l'impression qu'on vend un peu du rêve aux gens. non. On fait croire aux gens que tout le monde peut être sa propre marque aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, tout le monde est sa marque, surtout avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. On se rend compte qu'il y a 26% de chômeurs en plus. On a beaucoup de personnes qui vont être en chômage partiel. On a des gens qui se sont rendus compte que le télétravail, c'était vraiment quelque chose qui était super et qu'on gagnait beaucoup plus de temps plutôt qu'à faire 1 heure, 2 heures de route à aller travailler. Et moi, aujourd'hui, je serais la personne la plus malheureuse si j'allais retourner enfin, en tout cas, sur le problème salarial. Après, ça existe. Retourner au bureau tous les jours Ah ouais, non, avec moi, une hiérarchie, moi, il est hors de question. des collègues, c'est Moi, il est hors de question. Les collègues. Et je travaille avec spécial dédicace à Manuel Mariani qui utilise cette expression désuète un peu, Oui, mais qui dit les oui. collègues. Les collègues. Bon. Et moi, je travaille avec j'ai mon assistante qui est embauchée et je travaille avec beaucoup de freelance. Et je pense que c'est la nouvelle structure aujourd'hui. Je vois sur LinkedIn des grosses entreprises qui aujourd'hui recrutent des personnes en freelance en leur disant, en fait, ça va être le même travail, mais vous pouvez travailler de chez vous. Donc, je pense qu'on peut, et c'est OK, il y a une partie qui peut être salariée et il y a une autre partie qui peut, en étant salarié, développer un revenu complémentaire. Et c'est pas vendre du rêve. Au contraire, c'est prendre le temps d'apprendre. Mais tout le monde peut être sa propre marque. Tout le monde peut être sa propre marque. Il suffit de travailler dessus. Exactement. Et en fait, tout le monde est sa propre marque. En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on va passer un entretien, quand on se vend, on est sa propre marque. On vend sa personnalité, on vend quelque chose. Et en fait, pour moi, on n'est pas demandeur d'emploi, mais on offre une image. On offre sa marque. Bien, Patrick, vous vouliez nous présenter Steve ce matin. Ouais, je suis très content et j'espère que ça a plu à tout le monde. C'est quelqu'un qui est dans la vraie vie, qui existe et c'est pas une histoire, c'est pas ce que tu sais, parce que vous savez, moi j'en ai un peu marre des. Le storytelling. En fait, je voulais recouper votre storytelling parce qu'aujourd'hui tout le monde raconte son histoire. Exactement. Donc voilà. Ouais. Mais les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Comme disait le président Jacques Chirac. Yes. Merci d'avoir été avec nous. Merci Patrick. Merci Steve.